Vers 2055, là avant notre ère, l'Égypte n'est plus un royaume uni. Depuis des générations, le pays est divisé entre plusieurs pouvoirs rivaux. Au sud, un roi de Thèbes nommé Mentuhotep II prépare lentement ses armées. Son objectif est immense: reprendre le contrôle du Nil et réunifier l'Égypte entière. Après plus d'un attaque, Mentuhotep II parvient finalement à réunir le nord et le sud du royaume, passe à nouveau sous l'autorité de Pharaon. Pour les Égyptiens, cette victoire d'une longue période de et le début d'une nouvelle époque. C'est une empire, mais cette nouvelle Égypte est différente, car les souverains au sud de l'Égypte étant à la Nubie, une région du Nil essentielle. Pour la suivre, Égypte légendaire alors. Vers 2040 avant notre ère, après plusieurs années de guerre, Mentuhotep II parvient finalement à réunifier l'Égypte. Le nord et le sud du royaume passent à nouveau sous l'autorité d'un seul pharaon. Pour les Égyptiens, cette victoire marque la fin d'une longue période de division et le début d'une nouvelle époque, celle du Moyen Empire. Mais cette nouvelle Égypte est différente. Les souverains ont vu à quel point le royaume peut devenir fragile lorsque le pouvoir central s'effondre. Désormais, il ne suffit plus de gouverner le pays, il faut aussi défendre ses frontières. Vers 1990, avant notre ère, après la réunification de l'Égypte, le pharaon Amenemhat I fonde la 12e dynastie. Les souverains du Moyen Empire savent alors que le royaume reste fragile. Désormais, protéger les frontières devient une priorité essentielle du pouvoir royal. Mais pour les pharaons, défendre l'Égypte ne signifie plus seulement surveiller ses frontières. Il faut aussi contrôler les régions capables d'enrichir ou de menacer le royaume. Au sud s'étend justement la Nubie, connue pour ses importantes ressources. Pour les souverains du Moyen Empire, laisser ces territoires hors de leur influence représente donc un risque autant économique que militaire. Pourtant, imposer cette domination reste difficile. La Nubie est traversée par plusieurs cataractes, des zones rocheuses où le Nil devient dangereux à naviguer. Et certains peuples locaux refusent de laisser les Égyptiens contrôler ces passages stratégiques. Vers 1970 avant notre ère, sous le règne de Sésostris Ier, l'armée égyptienne mène plusieurs campagnes militaires le long de cette frontière. Les soldats progressent lentement vers le sud, souvent à bord de bateaux qui remontent le Nil. Les archers occupent une place importante dans ces affrontements, car les peuples nubiens sont eux-mêmes réputés pour leur maîtrise de l'arc. Les combats semblent surtout rapides et localisés, menés près des villages. Des routes commerciales ou des points de passage du fleuve
sécuriser les échanges, surveiller les déplacements et imposer progressivement l'autorité égyptienne sur cette région essentielle. Essentielle. C'est essentiellement sous Sénusrët III, vers 1870 avant notre ère, que cette politique militaire atteint son apogée. Souvent considéré comme le grand pharaon guerrier du Moyen Empire, Sénusrët III mène plusieurs campagnes majeures en Nubie afin de renforcer définitivement le contrôle égyptien au sud. Cette fois, l'armée ne se contente plus de simples expéditions ponctuelles. L'Égypte installe une présence militaire permanente dans la région. Près de la deuxième cataracte du Nil, d'immenses forteresses sont construites pour surveiller la frontière. Certaines possèdent d'épais murs, des tours de garde et des entrepôts capables de stocker des armes, de la nourriture et du matériel militaire pendant de longues périodes. Des garnisons entières vivent dans ces forteresses isolées, au milieu du désert, parfois très loin des grandes villes égyptiennes. Peu à peu, l'influence de l'Égypte s'étend plus loin en Nubie et le pouvoir du pharaon devient beaucoup plus organisé dans cette région. Vers 1860 avant notre ère, sous le règne d'Amenemhat III, les grandes campagnes militaires deviennent moins fréquentes. Le royaume profite alors de la stabilité créée par les souverains précédents. Après des décennies passées à renforcer les frontières, sécuriser la Nubie et restaurer l'autorité des pharaons, l'Égypte entre progressivement dans une période de prospérité que beaucoup d'historiens considèrent aujourd'hui comme l'apogée du Moyen Empire. Les souverains financent d'importants travaux, notamment dans la région du Fayoum, où de nouveaux aménagements permettent de mieux contrôler les eaux et d'augmenter les terres cultivables. Pour une grande partie de la population, le Nil continue de rythmer la vie quotidienne. Mais cette période donne aussi l'impression d'un royaume plus organisé et plus sûr qu'auparavant. La culture égyptienne connaît également un nouvel essor. Les scribes occupent désormais une place essentielle dans l'administration du royaume. Dans les écoles et les temples, de jeunes élèves apprennent à recopier des textes religieux, des récits historiques ou des œuvres de sagesse destinées à transmettre des valeurs égyptiennes. Plusieurs récits célèbres du Moyen Empire circulent alors à travers le pays. Parmi eux se trouve l'histoire de Sinoué, le récit d'un homme qui fuit
du Moyen Empire. Certains sont rédigés sur des ostracas, de simples morceaux de pierre calcaire ou de poterie utilisés comme support d'entraînement par les apprentis scribes. On y voit parfois des lignes répétées, des erreurs corrigées ou des copies maladroites réalisées par de jeunes élèves en formation. Cette prospérité ne repose pas uniquement sur l'armée, les récoltes ou l'administration du royaume. Pour les Égyptiens du Moyen Empire, l'équilibre du pays dépend aussi du monde divin. Après les siècles de chaos qui avaient suivi la chute de l'Ancien Empire, beaucoup considèrent que l'ordre doit désormais être protégé autant par les dieux que par les pharaons eux-mêmes. Durant cette période, la religion prend alors une place encore plus importante dans la vie égyptienne. Les souverains cherchent à renforcer leurs liens avec les grandes divinités du royaume afin de préserver le Mahat. Les temples reçoivent davantage de richesses. Les cérémonies religieuses se multiplient et plusieurs cultes connaissent un important développement à travers l'Égypte. Le dieu Amon, autrefois principalement associé à Thèbes, gagne progressivement en importance pendant le Moyen Empire. Et les pharaons cherchent également à affirmer leur proximité avec Osiris, le dieu du monde des morts et de la Renaissance, dont le culte devient particulièrement populaire à cette époque. Pour de nombreux Égyptiens, Osiris représente désormais l'espoir d'une vie après la mort, accessible à davantage de personnes, et plus seulement aux pharaons. Mais malgré cette période de prospérité, le Moyen Empire ne reste pas stable éternellement. Vers 1800 avant notre ère, avec la fin de la 12e dynastie, les grands souverains qui avaient assuré la stabilité du royaume disparaissent et la succession devient moins stable. Les provinces, autrefois fermement contrôlées pendant l'apogée du Moyen Empire, retrouvent progressivement une certaine autonomie. Les gouverneurs locaux reprennent de l'influence, tandis que le pouvoir royal devient moins présent dans certaines régions éloignées. Dans le même temps, les défenses frontalières, autrefois soigneusement organisées, semblent moins efficaces. Les forteresses du Sud continuent d'exister, mais la capacité de contrôle du territoire diminue. Après la 12e dynastie, la multiplication des rois accentue encore cette impression d'instabilité. Les règnes se succèdent plus rapidement, parfois avec des souverains dont nous savons aujourd'hui très peu de choses. Peu à peu, l'Égypte entre dans une nouvelle période de fragilité que les historiens appellent désormais la deuxième période intermédiaire. Et tandis que le pouvoir royal s'affaiblit, de nouvelles populations commencent à s'installer plus durablement dans le delta oriental du Nil. Depuis des siècles, l'Égypte échange déjà avec les régions du Levant, correspondant
correspondant aujourd'hui à la Syrie, au Liban ou à la Palestine. Mais cette fois, certains groupes venus du Proche-Orient ne se contentent plus de commercer avec l'Égypte. Ils s'installent directement sur son territoire. Ces populations nouvelles se mélangent petit à petit avec les natifs. Un mélange culturel se forme alors. Et des constructions du style honte et des traditions des déchets issus des populations pour le compte d'une partie de la transition de globalisation et cette colonie imaginée et pour de facilité par l'instabilité politique. L'instabilité est présente dans le pays depuis des siècles, mais presque de là, les Égyptiens leur donnent et castent les chefs des pays étrangers. Mais depuis 1966, les fouilles menées par l'archéologue autrichien Manfred Pitak à Tel El Daba, dans le delta oriental, ont révélé des objets et des constructions dont l'origine culturelle est croisée entre des styles orientaux et des traditions égyptiennes. Autour de 1800 avant notre ère, le site de Tel El Daba, qui deviendra plus tard la ville d'Avaris, est particulièrement important. Il constitue déjà un centre économique actif. Autour de cette ville, au fil des générations, l'équilibre change. Ce qui n'était au départ qu'une présence étrangère intégrée au paysage du delta évolue progressivement. Les communautés venues du Proche-Orient deviennent plus nombreuses et mieux implantées, alors que le pouvoir égyptien continue de s'affaiblir. Vers 1650 avant notre ère, des chefs issus de ces populations prennent le contrôle d'une partie du nord de l'Égypte. La transition ne ressemble pas à une invasion massive et soudaine, comme on l'a longtemps imaginé. Il s'agit plutôt d'une prise de pouvoir progressive, facilitée par l'instabilité politique déjà présente dans le pays. Les Égyptiens leur donnent un nom, Ekakasut, ce qui signifie les chefs des pays étrangers. C'est de cette expression que vient le mot que nous utilisons aujourd'hui, Hyksos. Ces souverains étrangers fondent alors ce que les historiens appellent la 15e dynastie. Leur capitale est établie à Avaris. Depuis cette position stratégique, ils contrôlent le nord du pays avec ses terres agricoles, ses routes commerciales et une partie essentielle des richesses de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas entièrement conquise. Au sud, autour de Thèbes, des dynasties égyptiennes continuent de régner. Le pays se retrouve donc à nouveau divisé comme il l'avait été des siècles plus tôt. Au nord, le pouvoir Hyksos. Au sud, des rois égyptiens thébains. Cette situation crée une tension durable de pouvoir, de légitimité, de vision du royaume. Pour les souverains du sud, le nord de l'Égypte, terre des ancêtres et des pharaons, est désormais
désormais contrôlée par des rois étrangers. Depuis Thèbes, les dirigeants égyptiens continuent pourtant de se présenter comme les véritables héritiers du royaume. Pour eux, l'Égypte ne peut pas rester divisée éternellement. Mais cette volonté de réunifier l'Égypte finit progressivement par mener à un véritable conflit entre les souverains thébains du sud et les Hyksos installés dans le delta. Vers le milieu du XVIe siècle avant notre ère, le pharaon Seqenenre-Tao semble être l'un des premiers souverains de Thèbes à engager directement cette guerre. Des milliers d'années plus tard, sa momie, découverte au XIXe siècle dans la cache royale de Der el-Bahari, révèle de graves blessures au crâne, causées par différentes armes. D'après une étude d'homodensitométrique publiée en 2021 dans la revue Frontiers in Medicine, les blessures de Seqenenre-Tao auraient été infligées par plusieurs armes différentes, notamment des haches, des poignards et des lances, suggérant des attaques menées par plusieurs assaillants, peut-être simultanément. Pour de nombreux historiens, ces blessures témoignent de combats particulièrement violents liés à la lutte contre les Hyksos. Après sa mort, Kamose, considéré comme son fils ou son frère, poursuit la lutte vers le nord. Plusieurs inscriptions retrouvées sur des stèles racontent ses campagnes militaires et sa volonté de reprendre le contrôle de toute l'Égypte. Dans certains textes, Kamose critique même les souverains étrangers installés dans le delta et refuse l'idée d'un royaume partagé entre plusieurs puissances. Mais la reconquête ne se fait pas en quelques mois. Pendant plusieurs années, les souverains thébains renforcent leur armée, sécurisant le sud du royaume. Ils avancent lentement vers le nord. Cette guerre ressemble davantage à une longue reconquête territoriale qu'à une seule bataille décisive. La situation bascule finalement avec l'arrivée au pouvoir d'Ahmose I, probablement vers 1550 avant notre ère. Héritier de la lignée thébaine engagée contre les Hyksos, il reprend un conflit déjà ancien, mais dispose désormais d'une armée plus expérimentée et mieux organisée. Sous son règne, la guerre entre dans sa phase décisive. Les campagnes militaires se dirigent vers le delta oriental avec un objectif clair: prendre Avaris, la capitale des Hyksos. Les inscriptions laissées par le soldat Ahmose décrivent plusieurs combats importants autour de la ville. Après des affrontements et probablement un siège, Avaris finit par tomber sous le contrôle des forces égyptiennes. Mais Ahmose ne s'arrête pas là. Les Hyksos se replient vers le Proche-Orient et l'armée égyptienne poursuit sa campagne au-delà des frontières traditionnelles du royaume, jusque dans le sud de la Palestine, probablement autour de la forteresse de Sharouhen. Cette poursuite militaire cherche à empêcher toute tentative de retour et à sécuriser durablement la frontière nord-est de l'Égypte. Avec la chute d'Avaris et l'expulsion des Hyksos, l'Égypte est finalement
finalement réunifiés sous un pouvoir égyptien. Cet événement marque la fin de la deuxième période intermédiaire. Mais sur